Bonjour à tous amis plaisanciers, passionnés par la mer, les bateaux et le littoral. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est d'actualité, c'est le sujet du portefeuille, le sujet de l'argent. On va voir comment on peut réduire et comment on peut réduire le budget d'entretien de notre bateau. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas l'achat du bateau, c'est l'entretien, combien ça nous coûte à l'année, comment faire en sorte de réduire cette charge annuellement en travaillant sur quelques petites astuces et surtout une organisation en fait. Je crois que c'est là qu'on peut gagner pas mal, c'est sur l'organisation, notre organisation en tant que plaisancier. Donc, écoutez, le sujet du jour, on est parti. Donc, comme d'habitude, hein, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner donc à la chaîne hein, en likant pour recevoir donc, régulièrement les informations sur les nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la newsletter, allez voir le site régulièrement meribateau.com pour avoir pas mal d'informations. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, le sujet, c'est donc comment réduire notre budget bateau. Par budget bateau, donc comme je l'ai dit en introduction, l'idée c'est de voir comment on peut réduire le budget d'entretien. C'est pas trop le budget d'achat, c'est le budget d'entretien, le budget annuel. On va voir en travaillant sur trois quatre postes, on peut arriver à réduire, même si on ne fera pas des miracles, hein. Clairement, un bateau reste une charge et non pas un investissement, comme je l'entends des fois. Et donc, forcément, c'est un coût. Quand même, avant de parler de l'entretien, mine de rien, même si on ne parle pas de l'achat du bateau, il faut quand même reconnaître une chose, c'est que tout se passe à l'achat du bateau. Et j'ai envie de parler dans ces cas-là allez, je vais dire autre chose, je vais parler des 4 règles d'or. Concrètement, les 4 règles d'or de l'achat. C'est un sujet que j'avais déjà évoqué sur une vidéo, vous pourrez aller la chercher. Les 4 règles d'or, c'est ce qui va vous permettre de ne pas faire d'erreur, notamment pour l'avenir. La première, j'ai envie de dire, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Bon, elle est connue, c'est une maxime qui vaut pour tout, mais quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, ça veut dire quoi? Quand vous allez voir un bateau, il y a un moment où vous avez un doute, vous dites: «Ah, c'est bizarre ce truc-là, ça a l'air de fonctionner, mais je sais pas, c'est bizarre» ou alors: «Pourquoi il a mis ça comme ça?» Enfin, des fois, on peut visiter des bateaux, on a des doutes. Et pourtant, on va y aller parce qu'il y a le coup de cœur. Eh ben non, 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 non. Ne faites pas passer le cœur avant la raison. Si vous avez un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, vous n'y allez pas. Vous êtes à coup sûr au devant de mauvaises surprises qui vont vous coûter de l'argent. Et donc forcément, on ne parle pas du coût d'achat là pour le coup, hein, mais on parle de l'achat du bateau, mais avec les conséquences que ça va avoir sur le coût d'entretien. Donc ça, c'est la première règle d'or. La deuxième règle d'or, c'est que les travaux ne donnent pas de valeur à un bateau. Donc ça, c'est valable lors de l'achat, ne vous faites pas avoir là-dessus, mais aussi pour vous. Question de raisonnement. Donc les travaux ne donnent pas de valeur. Ils vont éviter que le bateau, excusez-moi, décote vite ou de trop, mais les travaux ne donnent pas de valeur à un bateau. Deuxième règle d'or. La troisième règle d'or, c'est avant d'acheter le bateau, estimez votre capacité, en crédit, on parle de capacité d'endettement, là, c'est votre capacité de dépense. Combien je peux mettre dans mon bateau tous les mois ou toute l'année? C'est important parce que ça va conditionner aussi tout le reste. Acheter un bateau de 10 mètres, par exemple, parce que c'est une bonne affaire, mais être incapable de payer la place de port, l'assurance ou l'accastillage ou un changement de gréement, en fin de compte, c'est perdre de l'argent, clairement, et perdre le bateau quelque part à coup sûr. Donc ça, c'est la troisième. Et la quatrième, c'est penser à l'entraide entre plaisanciers. N'hésitez pas à aller discuter avec des voisins de ponton ou de mouillage, à aller sur les forums ou autres, et puis à mettre les mains dans le cambouis. Clairement, il n'y a que ça. Mettre les mains dans le cambouis, je fais une transition sur la première règle, c'est aussi mieux connaître son bateau. Donc quand vous avez ces 4 règles d'or là, c'est bon, on peut passer au reste. Donc le premier poste, le plus important je pense, le plus important poste de dépense sur un bateau, c'est la place de port, de toute évidence. La place de port, franchement, faut le dire quand même, on est un peu schizo, hein, parce que la place de port, ça coûte une fortune. On est tous en train de râler sur le prix des ports, dans tous les marinas, que ce soit en Atlantique, en Méditerranée ou en Manche. Et on est tous en train de râler parce qu'on veut une place de port, on est sur liste d'attente et on attend, on attend, on attend. Il y a peut-être d'autres solutions. La place de port sur ponton, c'est peut-être pas la solution ultime et qui coûte cher en plus. Il y a une solution qui existe et qui, parfois, moi j'ai regardé les prix, qui peut être intéressante, c'est le port à sec. Le port à sec, à première vue, comme ça coûte souvent, la différence de prix, elle n'est pas si énorme que ça, donc on est un petit peu déçu. Sauf que, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez une place sur ponton, en général, si vous voulez sortir le bateau, vous payez toujours la place sur ponton. Donc vous payez place sur ponton plus l'hivernage ou le carénage. Rien quand même. Vous additionnez les charges. Port à sec, vous ne payez pas les deux. Ça, c'est la première chose. Alors en plus, je mets de côté le fait que le bateau, il est moins souvent à l'eau, donc il y a moins d'antifouling à mettre, blablabli, blablabla. Bon, ça, vous connaissez. La deuxième solution, c'est le mouillage associatif. C'est ce que je fais, moi.
Je suis dans l'Odet, nous sommes, bon, moi, je suis membre d'une association, on gère nos mouillages, donc on est, sur le domaine public, bien évidemment, donc on paye une cotisation, alors je crois que c'est au département ou je sais plus trop, aux affaires maritimes. Alors, on est sur Bouilly, il faut mettre un peu les pieds dans la vase avec l'annexe. Mais franchement, quand je vous donnerai pas le prix ici, mais quand on voit ce qu'on paye en tant que membre d'association sur nos mouillages, par rapport à une place de port, allez, vous enlevez, à coup sûr déjà, on n'est plus sur 4 chiffres, mais sur 3 déjà. Et ça change tout parce que là, en fait, bon, vous payez la place, enfin le corps mort, vous payez effectivement par contre le plongeur, qui vient vérifier que tout est OK, tous les ans. Mais les prix sont quand même c'est sans commune mesure. Franchement, moi, je suis sur mouillage, ça me plaît bien. On m'en proposerait je suis dans l'Odet, dans le Finistère Sud. Si on me proposait une place par exemple, là, pour la forêt, je suis pas sûr que je dirais oui. Parce que même si c'est plus confort et ça a plein d'avantages, oui, les prix sont juste exorbitants. Donc, pensez mouillage associatif, il y en a un petit peu partout. Alors, peut-être pas en Méditerranée, mais je sais que sur toute la côte atlantique, vous en trouvez au moins Bretagne, Charente, je sais qu'il y en a aussi, Vendée peut-être, je suis pas sûr. Mais allez voir ça. Autrement, vous avez aussi les petits ports, à mouillage, qui assèchent à marée basse. Je pense au golfe du Morbihan, je pense à la Charente. Bah, écoutez, ou même à Pornic, pourquoi pas, ils ont un port de plaisance, ils ont aussi l'ancien port qui assèche à marée basse. C'est souvent moins cher. Alors effectivement, c'est des contraintes, mais c'est aussi un plaisir et puis bon, après, il faut avoir un dériveur, c'est sûr. Donc ça, c'est la place de port. Autrement, bah, il y a la troisième solution, qui est sans doute la plus efficace encore, c'est tout simplement d'avoir un bateau transportable. Vous avez un bateau sur remorque, vous l'amenez dans votre jardin, vous le ressortez, vous le sortez quand vous en naviguez pas, et puis quand vous naviguez, puis voilà, vous le mettez à l'eau. Alors ça peut être un bateau transportable que vous mettez sur mouillage, juste la belle saison, pourquoi pas. Mais je pense aussi à tous nos collègues qui ont des dayboats ou comment, voile aviron ou autres, qui le sortent juste pour l'usage. Voilà, effectivement, vous n'avez pas de coût. Donc ça, c'est la première façon de faire des économies. La deuxième façon, eh ben, j'ai envie de dire, c'est sur l'hivernage. On arrive sur l'entretien du bateau, on va commencer par l'hivernage. L'hivernage, on est nombreux à sortir le bateau pendant plusieurs mois de l'année. Sauf que là encore, vous payez donc en gros 70-80 euros par mois, plus la sortie et la remise à l'eau. Mais à côté de ça, vous payez toujours votre place de port. Donc moi, je trouve que c'est un truc qui m'embête parce que du coup, il y a un doublon. Vous payez une place de port et puis vous payez en plus l'hivernage à sec. Moi, bah, écoutez, j'ai pris une décision, c'est que maintenant mon bateau, il hiverne à flot. Alors, OK, j'ai peut-être un peu plus d'algues au printemps, mais je m'en fous, de toute façon je carène. Je carène, ici chez nous c'est à Bénodet, c'est en 48 heures, c'est fait. Je le sors, je le remets à l'eau, ça on peut pas y échapper. Mais par contre l'hiverner à flot, ça a plein d'avantages. Je fais tourner le moteur régulièrement, il y a rien de charge, rien de tel plutôt, excusez-moi, pour l'entretien du moteur, pour charger les batteries, pour se faire plaisir, allez, quand il fait un petit peu doux en plein hiver et ben, d'aller prendre un petit peu un peu l'air. On peut très bien faire des quelques petits ronds dans l'eau, c'est voilà, on navigue qu'à l'année, hein. Et puis, bah, le bateau, ça l'aère. Donc moi, franchement, l'hivernage à flot maintenant, sauf si vous avez, voilà, quelques gros travaux à faire, évidemment, où là, vous n'avez pas le choix. Mais si vous n'avez pas de gros travaux à faire sur les œuvres vives, bah, hiverner à flot, franchement, ça n'a aucune conséquence. Au contraire, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous allez pouvoir autant travailler dessus l'hiver, il y a aucun souci. Donc l'hivernage. Ensuite, eh ben, tant qu'on parle sur l'hivernage, l'entretien, eh ben, sur les coûts d'entretien, je pense que là, la meilleure solution, c'est de faire les choses soi-même. J'en connais pas d'autres. Alors si vous allez pouvoir comparer sur les différents sites les tarifs des pièces de rechange, n'hésitez pas à regarder, hein, je pense à certains sites qui sont pas forcément en France, mais en Allemagne ou en Angleterre ou autres, qui sont parfois pas chers sur certaines marques. Et inversement, en France, on a des produits qui sont moins chers sur certaines marques qu'à l'étranger. Attention, on va pas faire d'histoire là-dessus. Mais pensez à ça. Sinon, bah, c'est entretenir vous-même. Faire une vidange moteur, changer des fils, c'est pas si compliqué. Changer les drisses, c'est pas compliqué. Changer des vannes, les passe-coques, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que j'avais noté aussi? Le nettoyage des voiles. Moi, cette année, j'ai fait nettoyage des voiles dans mon jardin. Ouais, voilà, la seule petite complication, c'est que là, j'ai dû demander un coup de main à ma fille pour remettre le génois sur les têtes, parce que bon, tout seul, c'est pas simple. Il y a plein de choses qu'on peut faire soi-même. Et si vous ne le faites pas vous-même, il y a des choses que vous pouvez quand même, en connaissant votre bateau, en ayant la connaissance et le savoir, vous pouvez orienter le mécano. Je pense, moi, par exemple, j'avais une fuite de gazole. Je l'ai toujours d'ailleurs, une fuite de gazole, donc je retrouve du gazole en fond de cale. Bah, j'ai cherché, j'ai trouvé l'erreur. Alors, c'est tout simplement la pompe d'alimentation qui déconne, qui fuit, en fait. Allez voir le mécano en disant: «C'est ça
qui a changé. Moi, je me sens pas capable de le faire, mais je sais que c'est ça. Bah, je peux vous assurer que vous évitez les frais à rallonge, les changements à rallonge. Ça, c'est clair. Surtout quand on n'est pas sur coin et que le mécano, on ne le connaît pas plus que ça ou que certains auront peut-être tendance un petit peu à grossir la note pour un déplacement. Le troisième point, bah, c'est le prix des équipements en soi. Alors là, je ne parle pas forcément d'équipements d'accastillage ou autre, mais on va avoir un peu plus large, équipement de confort. Équipement de confort, pensez à voir très large. Vous avez d'autres secteurs, je pense aux camping-cars, aux campings tout court, aux bivouacs, aux vélos, qui font des super équipements étanches, qui résistent à tous les temps, qui sont super pratiques pour le voyage et donc du coup nos navigations. Moi, j'achète plein de choses dans ces domaines-là et ça coûte vachement moins cher. Pour mon cockpit, bah, je m'équipe, par exemple, de pochettes ou autres de vélo. Vous savez, les pochettes pour les guidons? Et ça se met très bien sur un chandelier ou sur un balcon arrière et c'est vachement moins cher et c'est même sans doute plus pratique. Des supports divers pour, par exemple, pour mon téléphone, j'ai un support de barre, c'est un support de vélo aussi. Panneaux solaires, vous avez des panneaux solaires pour recharger du petit équipement qu'on trouve dans les magasins de camping ou équipements de camping qui font très bien l'affaire, c'est étanche, c'est fait pour être dehors de toute façon. Et le camping-car, alors le camping-car, je crois que c'est un petit peu moins vrai, j'ai pas de camping-car, mais quand j'entends des collègues, je crois que le camping-car, ils ont tendance un petit peu à être considérés comme des vaches à lait, faites gaffe, mais allez voir quand même, parce qu'on trouve des choses qui sont quand même moins chères aussi que dans le nautisme. Donc voilà, si je devais résumer, les 4 règles d'or, en gros, ne vous trompez pas lors de l'achat, hein, ne sous-estimez pas les frais à venir. Deuxième, la place de port. Réfléchissez bien, prenez le temps de réfléchir à la bonne place, bonne solution pour vous pour la place de port. Ensuite, bah, l'hivernage. Hein, hiverner à flot, pour moi, c'est une bonne idée. Le coût d'entretien, connaître son bateau, c'est pouvoir faire des choses soi-même et anticiper les travaux éventuellement, évidemment, mais aussi être capable de discuter avec le professionnel, parce qu'il faut quand même qu'un professionnel vienne de temps en temps voir votre bateau. Et ensuite, bah, c'est le prix de l'équipement. Et bah, allez voir en dehors du nautisme. Bivouac, camping, randonnée, vélo, tous ces secteurs-là proposent du matériel aussi bien pensé et performant et costaud que pour le bateau. Et ben voilà, écoutez, ça fait déjà presque 12 minutes qu'on est ensemble. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis bah, n'hésitez pas surtout à partager vos astuces. Allez, à ciao tous, bon vent!